l'écologie. Ce terme est apparu pour la première fois en 1866. Aujourd'hui, il est dans toutes les bouches, dans toutes les préoccupations, tous les débats, tous les médias. L'écologie est un enjeu politique, un combat citoyen, une philosophie de vie. J'ai personnellement baigné dans la culture du respect de l'environnement. Dans ma vie personnelle, je m'efforce de faire attention à réduire mon empreinte carbone au maximum. Auto électrique, tri des déchets, réduction de la consommation de viande, jamais l'avion pour me déplacer en France, utilisation de circuits courts au maximum, quasiment pas d'achat de vêtements neufs. Oui, j'estime que je fais assez attention à ne pas avoir, de manière individuelle, un impact trop fort sur mon environnement, quand je ne suis pas au travail. Sauf qu'on le sait, largement plus de 50% de notre temps, on le passe au travail justement. Et en tant qu'infirmier anesthésiste, notre lieu de travail, c'est en partie le bloc opératoire. Et du coup, l'empreinte carbone du bloc opératoire, elle est comment ? C'est la question que je me suis posée il y a quelques semaines. Parce que je me suis dit, c'est bien beau de faire attention quand on est chez soi à plein de petites choses de la vie de tous les jours. Mais dès que je mets les pieds à l'hôpital, mon travail fait bien pire que toutes les petites choses que j'essaie de réduire chez moi. Avec les équipes de dragueurs qui sponsorisent cette vidéo, on a regardé les chiffres. Et ça fait peur. 710 000 tonnes. C'est la quantité de déchets produits par les hôpitaux chaque année. Une opération, c'est autant de déchets produits par une famille de 4 personnes en une semaine. Dans cette vidéo, on va parler uniquement de l'impact de l'anesthésie et non de la chirurgie sur l'empreinte carbone. Et ça, pour 2 raisons. Déjà parce que vous allez voir qu'il y a largement de quoi faire une vidéo juste sur l'anesthésie et ce qu'on peut faire pour réduire cette empreinte carbone, mais aussi parce que détailler l'impact environnemental du matériel chirurgical serait extrêmement long à développer. Pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux écologiques de l'anesthésie, il faut bien séparer les différents matériels et médicaments que l'on peut utiliser. Il faut savoir que l'écrasante majorité des anesthésies générales sont réalisées à l'aide de gaz halogénés. Il en existe 3 types, dont 2 sont encore couramment utilisés. On retrouve le sévoflurane et le DS-flurane, et l'isoflurane, qui n'est quasiment plus utilisé en médecine humaine. En médecine vétérinaire, c'est le gaz le plus utilisé pour les anesthésies. Et il existe également un 4e gaz, le protoxyde d'azote, qui a été très longtemps utilisé en adjuvant d'un autre gaz anesthésiant, donc utilisé en binôme pour majorer l'effet sédatif. Je précise tout de suite, les gaz sont utilisés uniquement à but de narcose du patient. Les gaz vont entretenir le sommeil, ce qui provoque l'anesthésie générale, la perte de la conscience, mais il faudra systématiquement utiliser des médicaments intraveineux pour lutter contre la douleur. Les gaz anesthésiants n'ont absolument aucun effet sur la douleur. Et même si on ne les détaillera pas trop dans cette vidéo, il faut aussi savoir que les médicaments intraveineux, ils ont un impact écologique, avec notamment la pollution des sols et des eaux. Il faut savoir que les gaz halogénés sont des gaz à effet de serre, à même titre que le CO2, le plus connu des gaz à effet de serre et qui est la référence dans le domaine. Dans une anesthésie générale, les gaz halogénés vont être inhalés par le patient, ils vont être injectés directement dans le circuit inspiratoire, et ensuite ils vont être expirés par le patient et rejetés dans l'atmosphère. Exactement comme pour les gaz d'échappement d'une voiture. Il faut savoir que ces gaz ont une durée de vie plus ou moins longue dans l'atmosphère. Et oui, ils disparaissent pas instantanément. On va prendre tout de suite les extrêmes. Le sévoflurane, qui est heureusement le gaz halogéné le plus utilisé, restera dans l'atmosphère que 1,1 année. Le protoxyde d'azote, le fameux 4e gaz qui est utilisé en adjuvant d'un autre, donc par exemple avec du sévoflurane, lui, il va rester 114 ans dans l'atmosphère. Plus d'1 siècle. Plus que la durée de vie humaine. Prenons une image toute bête, vous êtes endormi avec une anesthésie générale, on utilise sur vous du protoxyde d'azote, vous serez mort, que le gaz sera toujours dans l'atmosphère. Le gaz qui a servi à vous endormir le jour où vous êtes fait opérer des dents de sagesse quand vous aviez 14 ans. Bon, heureusement, je vous l'ai dit un peu en introduction, le protoxyde d'azote on ne l'utilise quasiment plus, et heureusement parce que lui et l'isoflurane, en plus d'être des gaz à effet de serre, vont directement impacter la couche d'ozone, et donc participer à l'élargissement du trou dans la couche d'ozone qui, petite nouvelle assez fraîche, est justement en train de se refermer ces derniers mois. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Mais ces gaz, justement, vont avoir un impact direct sur la couche d'ozone, donc c'est pour ça qu'il faut les bannir de l'anesthésie. Mais il faut pas perdre de vue que même si on l'a progressivement arrêté depuis 10 ans, il a été utilisé pendant extrêmement longtemps, le protoxyde d'azote, donc celui qui est utilisé il y a 80 ans, il est toujours dans l'atmosphère. C'est pour ça, encore une fois, que quand on dit qu'on prend des décisions, ça prend du temps
pour avoir un impact positif sur l'écologie. Aujourd'hui, on utilise encore du sévoflurane et du desflurane, qui a un impact plus important que le sévoflurane et dont l'utilisation va être extrêmement réglementée à partir de janvier 2026. Et heureusement, parce que le desflurane, contrairement au sévoflurane, lui, sa durée de vie dans l'atmosphère, elle est de 14 ans. 14 fois supérieure au sévoflurane, donc. Le desflurane, pourquoi il n'est pas tout simplement interdit, vu qu'il est 14 fois supérieur au sévoflurane? Et bien tout simplement parce qu'il présente un intérêt médical dans certains cas extrêmement précis. Et c'est dans ce sens-là que sera la réglementation européenne en 2026. Mais avec tout ça, on va presque faire passer le sévoflurane pour un gaz insignifiant, alors que pour autant, il pollue quand même énormément. Par exemple, une opération de 6 heures avec un haut débit de gaz correspond à un trajet en voiture de 184 km. Bon, vous l'aurez compris, en ne parlant que de l'anesthésie et que des gaz halogénés dans l'anesthésie, on se rend déjà bien compte de l'impact néfaste que ça a sur l'environnement. Mais alors, quelles sont les solutions ? Je me trouve ici dans les locaux de Draeger qui fabriquent justement des respirateurs qui utilisent les fameux gaz halogénés. Et on va aller regarder un petit peu les solutions qui existent pour limiter l'impact de l'anesthésie sur l'environnement. Tout d'abord, les respirateurs de Draeger sont construits de base pour réduire la quantité de gaz nécessaire pour réaliser la ventilation du patient. Contrairement aux autres marques, ils sont à propulsion électrique et fonctionnent avec une technologie à turbine ou à piston. Et donc, ils n'ont pas besoin de gaz moteur pour créer la propulsion, c'est-à-dire pour faire fonctionner la machine. Ce qui représente une économie au moins équivalente au volume minute d'un patient, c'est-à-dire 800 000 litres d'oxygène ou d'air par an et par machine pour un adulte. Et oui, parce qu'on n'en parlera pas beaucoup dans cette vidéo, mais on oublie souvent que le conditionnement, la fabrication et le transport des gaz médicaux polluent énormément. Au sein des respirateurs de chez Draeger, on va retrouver 3 outils qui vont permettre de limiter l'utilisation et donc la consommation de gaz frais et de gaz halogénés. Tout d'abord, on va retrouver l'économètre. Dans la précédente vidéo que j'avais réalisée ici sur les respirateurs d'anesthésie, j'avais mentionné la notion de débit de gaz frais. Il s'agit du mélange du nouveau gaz air, oxygène, gaz halogéné qui sera injecté dans le circuit du patient et mélangé à son gaz expiré. Pour limiter la surconsommation de gaz, le but est que le débit de gaz frais soit le plus bas possible pour être le plus proche des besoins du patient, pour ne pas injecter plus de gaz que ce dont il a besoin, tout simplement. C'est là justement que va intervenir l'économètre. Il faut savoir que l'appareil possède un capteur de pression dans son ballon réservoir. Il va venir mesurer le niveau de pression avant et après l'inspiration du patient et mesurer et communiquer au respirateur s'il y a trop de gaz ou au contraire pas assez à l'aide d'un code couleur allant du rouge au vert. On pourra ainsi régler le débit de gaz frais au plus proche des besoins du patient et ainsi d'éviter la surutilisation de gaz halogéné qui terminera dans l'atmosphère. Ensuite, on va retrouver l'outil VaporView qui va nous aider à gérer l'ouverture de la cuve des gaz halogénés. Cet outil va nous permettre d'obtenir 2 courbes de prévision des concentrations inspirées et expirées au cours des 20 prochaines minutes de l'anesthésie. En fonction du réglage d'ouverture de la cuve des gaz halogénés, c'est-à-dire la quantité de gaz halogéné qu'on va administrer au patient, et du débit de gaz frais. Et justement, lors du réglage du débit de gaz frais, la fonctionnalité WADIF va permettre d'afficher ces courbes en pointillés, indiquant l'évolution de la concentration des gaz halogénés si le débit de gaz frais est validé. En gros, ça va donc permettre de visualiser l'influence de l'ouverture du débit de gaz frais sur les concentrations des gaz inspirés et expirés. Les courbes de la fonctionnalité VaporView vont être constamment mises à jour en fonction des réglages de l'ouverture de la cuve et du débit de gaz frais. Pour terminer, et pour mieux gérer le mélange gazeux, on a un 3e outil qui va rentrer en jeu, la prévision de la FiO2, la fraction inspirée en oxygène. Exactement comme pour le VaporView, on a également une courbe prévisionnelle de la FiO2 dans les 20 prochaines minutes. Elle va nous permettre de régler au mieux le pourcentage d'oxygène du débit de gaz frais pour atteindre la FiO2 souhaitée. Là, on a beaucoup parlé du respirateur, mais en anesthésie, on va utiliser plein d'appareils différents pour optimiser au mieux l'anesthésie du patient. On va ainsi utiliser de manière courante un BIS, indice bispectral, pour mesurer le niveau de narcose du patient via des électrodes placées sur le front au cours de l'intervention chirurgicale. Le niveau de narcose doit être compris entre 40 et 60 selon les recommandations et permet ainsi de guider l'administration des médicaments, dont les gaz halogénés, pour atteindre cette cible thérapeutique. Pour aller encore plus loin dans l'analyse de l'anesthésie, on va retrouver chez Draeger un logiciel permettant d'optimiser l'administration de médicaments intraveineux ou inhalés. Ça s'appelle le Smart Pilot View.
C'est un logiciel de pharmacologie qui récupère les données du respirateur et des pousseringues, qui interprète, enregistre et affiche les interactions de différents médicaments administrés aux patients par voie inhalatoire ou intraveineuse. Et il nous indique la profondeur de l'anesthésie qui en résulte, combinée à l'utilisation d'un vis. En bas à droite, nous avons pour chaque médicament les données pharmacologiques en fonction du temps, c'est-à-dire la concentration calculée au site d'action avec 40 minutes de tendance et les prévisions pour les 20 prochaines minutes. La vraie plus-value du Smart Pilot View, c'est le graphique à gauche en 2 dimensions qui permet de calculer les interactions entre les morphiniques en abscisse et les hypnotiques en ordonnée, en fonction des modèles pharmacologiques. Et oui, parce qu'il faut savoir que certains médicaments se potentialisent. C'est pas parce que vous allez rajouter un médicament par rapport à un autre qui était présent que vous allez avoir 1 plus 1 égale 2. Vous pouvez avoir 1 plus 1 égale 2,5 parce qu'ils vont se renforcer mutuellement. À chaque point d'une courbe grise, la profondeur de l'anesthésie est constante. Nous voyons l'état actuel du patient avec le point blanc et l'état prévu dans les 10-15 minutes, ainsi qu'une indication du temps de réveil. Ces informations vont permettre d'adapter au mieux l'administration des patients en fonction de l'objectif d'anesthésie que l'on s'est fixé, afin d'éviter les surdosages et les sous-dosages de médicaments et ainsi être plus sécuritaire pour le patient. Et ça fait le lien direct avec la thématique de cette vidéo, même si on s'est beaucoup axé sur les gaz halogénés, on a dit un mot sur le fait que les médicaments intraveineux polluent les sols, et en consommant juste ce dont a besoin le patient, en allant plus proche de l'objectif d'anesthésie qu'on s'est fixé, on évite des pollutions inutiles de médicaments intraveineux ou halogénés. Et ça nous permet par la même occasion de réaliser des économies. L'association de ces 4 technologies permet donc de minimiser l'empreinte carbone de l'anesthésie sur la planète, parce qu'on va tout simplement viser à consommer uniquement ce dont a besoin le patient pour éviter des pertes inutiles. Parce qu'on se rend bien compte quand on a ces indicateurs que sans ces indicateurs justement, il est beaucoup plus compliqué de ne pas surconsommer de gaz et de médicaments, puisqu'on navigue un peu plus à vue. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce gros sujet qui est l'écologie dans l'anesthésie au bloc opératoire. Je vous rappelle que là, on a abordé seulement le côté anesthésie et pas du tout le côté chirurgical. Pourtant, il y aura des choses à dire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut!